c'est un petit peu moins connu, fait des coupures d'électricité en Finlande. Et donc, évidemment, ça a montré aussi la fragilité d'un certain nombre de modèles énergétiques européens, et en particulier du modèle allemand. Les Allemands, depuis 10 ans, s'étaient pieds et poings liés aux Russes et au gaz russe, et ils se sont retrouvés devant un mur, parce que là, il y avait vraiment un risque d'arrêt d'approvisionnement. Et il y a eu des tas de phénomènes autour de ça, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais notamment autour du gazoduc Nord Stream 2, dont le projet a été arrêté, et des sabotages de gazoducs. Ça montrait vraiment la fragilité de nos modèles. Et globalement aussi, le modèle énergétique mondial, il n'est pas tout à fait sain, en fait, aujourd'hui. Il est beaucoup trop dépendant, infiniment trop dépendant des énergies fossiles. Et il se trouve que, au-delà des questions de réchauffement climatique que je vais réaborder après, eh bien, elles ne sont pas infinies, ces énergies fossiles. Du pétrole, il n'y en a pas infiniment. Tout du moins à des prix restant raisonnables et accessibles. On n'est pas loin de ce qu'on appelle en anglais le peak oil, le pic pétrolier, c'est-à-dire le moment où on va atteindre un maximum de la production, et ça va forcément redescendre après parce qu'on n'en aura plus à des prix qui soient encore raisonnables. Donc on n'est pas loin du pic pétrolier. Donc tout ça, ça a concouru à la crise. Et puis il y a eu encore d'autres phénomènes, comme des phénomènes locaux en France, où en 2021, une bonne partie de nos centrales nucléaires étaient à l'arrêt suite à un défaut générique dans le parc. Il faut en tirer des enseignements. Alors, moi j'aurais tendance à dire que de cette crise et de la crise climatique, on peut tirer des critères qui doivent être des guides. Qu'est-ce que doit être le mix énergétique, donc l'assemblage des différents types d'énergie, dans quelle proportion? Je le répète. Quels doivent être les critères auxquels il doit obéir, et ça dans les 10 à 30 prochaines années, hein, parce qu'il y a urgence quand même, hein. Il y a vraiment urgence à bouger. La disponibilité de l'énergie. Il faut que l'énergie soit disponible quand on en a besoin. Quand on appuie sur le bouton, on a de l'énergie. Sinon, la personne qui est en dialyse à l'hôpital va avoir des petits soucis. Enfin, l'énergie devient quelque chose d'absolument fondamental, on ne peut absolument pas s'en passer. Et à des prix accessibles, parce que si elle est disponible à un prix qui est inaccessible, évidemment, c'est comme si elle ne l'était pas. Le deuxième critère, c'est la souveraineté, c'est-à-dire l'indépendance énergétique. Alors, beaucoup de gens pensent qu'en France, on a atteint l'indépendance énergétique parce qu'on a les centrales nucléaires. Eh bien, c'est pas vrai. Aujourd'hui, le taux d'indépendance énergétique de la France, c'est 50%. Parce qu'on importe 50% de notre énergie, notamment sous forme de gaz et de pétrole. Donc c'est un vrai problème. Et la souveraineté, on voit bien que dans une crise comme la crise 2021-2023, la guerre en Ukraine, etc., ben, il faut vraiment la renforcer. Et puis, il ne faut pas oublier la décarbonation. Décarbonation, ça veut dire une énergie décarbonée, c'est une énergie qui n'émet pas de CO2, qui n'émet pas de dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre, qui a tendance à réchauffer l'atmosphère. Et on sait bien que ça a des conséquences dramatiques, hein. Vous avez ces images en bas qui illustrent bien, que vous connaissez tous, le réchauffement climatique, le changement climatique. Et il se trouve qu'il y a des relations intimes entre énergie et modification du climat, dans un sens comme dans l'autre. Dans un sens, ça veut dire que les énergies sont, pour beaucoup, émettrices de CO2, qui contribuent à renforcer le réchauffement climatique. Ça, c'est dans un sens. Dans l'autre, c'est vrai aussi. Il y a aussi une influence, c'est que si vous faites une transformation climatique, eh bien, vous allez avoir des conséquences sur la production d'énergie. Parce que, par exemple, pour une centrale nucléaire ou pour une centrale à charbon ou à gaz, il faut refroidir les systèmes. Et si vos fleuves sont au point bas parce que ça a été la sécheresse et qu'en plus l'eau est trop chaude, vous n'aurez même pas le droit de la pomper pour aller refroidir les systèmes. Donc vous arrêterez votre centrale. Donc ça gêne la production et puis ça gêne le transport de l'énergie parce que le transport de l'énergie se fait dans des réseaux et qu'on a des tempêtes de plus en plus fortes, de plus en plus intenses et nombreuses et qu'elles mettent à mal évidemment les réseaux. Donc il y a une interrelation entre énergie et réchauffement climatique. Et donc on a vraiment ces trois critères à respecter pour demain. Et du coup, vous aurez peut-être reconnu de qui il s'agit sur cette photo. Il y a de quoi s'interroger et se poser des questions. Comment est-ce qu'on va remplir ce cahier des charges très
très difficile. Et en particulier, vers quelle transition énergétique, eh oui, il va falloir transiter, et puis transiter aussi dans nos modes de vie, quel mix énergétique pour demain? Voilà les questions qu'on peut se poser. Alors, pour aborder ce débat-là, je crois qu'il faut commencer par un certain nombre de faits. Et il y en a de deux ordres qui me semblent importants. D'abord, tirer parti de l'histoire de l'humanité et de son utilisation de l'énergie. Sur ces courbes, vous avez depuis 1800 jusqu'à 2022, jusqu'à nos jours, vous avez la consommation d'énergie de l'humanité. C'est la courbe du haut, hein. Vous voyez, c'est la courbe qui est en haut. Après, il y a des couleurs, je vais expliquer ce que c'est. Et vous pouvez voir qu'il y a eu plusieurs sauts dans l'histoire de l'humanité, mais que là, on est dans une phase totalement explosive. C'est-à-dire qu'on consomme de plus en plus d'énergie, mais à un rythme totalement effréné. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est la composition de cette énergie au cours des âges. Et c'est les couleurs. Donc, par exemple, en bas, vous avez, on va dire, la biomasse traditionnelle, donc c'est quand on brûle du bois. Ensuite, là, vous avez, à partir de là, la révolution industrielle, vous avez le charbon. Et puis le charbon, vous voyez, ça continue, on en brûle encore, et puis même de plus en plus. Puis après, vous avez le pétrole au début du XXe siècle, qui se met en route, là, et puis qui monte évidemment lui aussi de plus en plus, et puis vous avez le gaz naturel, et puis vous avez le nucléaire, et vous avez les énergies renouvelables. Et ce qu'on peut tirer de ce schéma, c'est que, au dehors du fait que notre énergie, on en consomme de plus en plus à un rythme dingue, c'est qu'on n'a jamais substitué une énergie à une autre. Jamais dans l'histoire de l'humanité. On ne remplacera pas le charbon et le pétrole par des énergies renouvelables. Ça, c'est pas vrai, on n'y arrivera pas. On en a toujours consommé plus, et on continuera d'en consommer plus, et du coup, on empile les énergies, on en consomme de plus en plus. Et j'ai résumé ça par cette petite formule qui est que le monde fait feu de tout bois, au sens presque littéral du terme, et du coup, que notre planète surchauffe. Alors, pourquoi est-ce qu'on consomme de plus en plus d'énergie? En fait, il y a deux causes à ça. D'une part, l'humanité, elle croît. Il y a de plus en plus d'individus sur la Terre. Et depuis que je suis né, la quantité d'individus, elle a été multipliée par un facteur 2,5 à 3. C'est juste fou. Donc évidemment, plus on est d'individus à consommer de l'énergie, plus on consomme d'énergie. C'est simple. Bon. C'est une première cause. Il y a une deuxième cause, c'est qu'en plus, ces petits humains ont des activités de plus en plus variées et qui consomment toujours plus d'énergie. Et par exemple, il y a eu plusieurs sauts, il y en a trois notables. Quand on est passé de l'agriculture traditionnelle à l'agriculture mécanisée avec des tracteurs, donc là on a fait un bond en consommation d'énergie. Ensuite, la révolution industrielle, c'est-à-dire quand on a utilisé des machines au lieu d'utiliser des petits ateliers traditionnels, des machines à vapeur, etc., où on a consommé énormément de charbon, ça a énormément pollué le Fog en Angleterre, etc. Et puis le troisième, c'est la révolution numérique. Donc c'est les images qu'on regarde sur Internet, c'est les data centers qui consomment énormément d'énergie. On considère que 30% de l'énergie électrique consommée en Irlande, c'est des data centers. C'est pas du tout anecdotique. Et maintenant, il y a l'intelligence artificielle qui monte en puissance, qui est extrêmement consommatrice aussi d'énergie. Donc trois révolutions qui à chaque fois demandent plus d'énergie et en même temps plus d'individus. Donc tout ça fait que, évidemment, on va vers des crises énergétiques. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait sur lequel je voudrais un peu détailler les choses, c'est justement le réchauffement climatique, la transformation climatique. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui ne sont pas convaincues de l'origine qu'on appelle anthropique, c'est-à-dire liée à l'activité humaine, du réchauffement climatique. Alors je vais essayer de les convaincre, s'il y en a quelques-uns dans la salle. J'y arriverai peut-être pas, mais je vais au moins essayer. Alors, la première chose qui est un fait scientifique, c'est qu'il y a une corrélation complète entre la température de l'atmosphère et la quantité des gaz à effet de serre, et notamment du CO2 dans l'atmosphère. Alors ça, on le sait de manière très précise, parce qu'on peut faire des forages des glaces de l'Antarctique jusqu'à des zones très profondes, et en fait, plus on va profondément, et plus on remonte dans le temps. La glace s'est accumulée. Et dans cette glace, on trouve des petites bulles de gaz.
et on peut analyser ces bulles de gaz. Donc on va notamment retrouver quelle était l'atmosphère qu'on avait à l'époque, combien il y avait de CO2. Ça veut dire que la courbe du haut, c'est la quantité de CO2, à moins que ce soit la B, mais je ne sais plus. Enfin, celle tout en haut, je crois que c'est la quantité de CO2. Donc on peut y remonter directement. Et vous voyez, ça va sur une échelle de temps qui va jusqu'à 450 000 ans. Hein. Donc on a de l'expérience. Et puis la courbe qui est juste en dessous, la B là, c'est la température de l'atmosphère. Alors comment on remonte à la température de l'atmosphère? Parce que quand on analyse les gaz dedans, il y a du deutérium par exemple, et il se trouve que la quantité de deutérium est liée à la température à laquelle les différentes réactions physico-chimiques à l'époque se sont passées. Donc on remonte à la température de la Terre. Et quand vous comparez les courbes A et B, ben vous voyez à peu près la même, quoi. Quand ça monte, etc. C'est totalement corrélé. Même s'il y a des petits écarts qu'on commence à savoir expliquer dans le temps. Mais en gros, c'est corrélé. Donc, le CO2 monte, la température monte, oui, ça c'est indubitable. Après, il y a deux façons de lire ces événements-là. On peut le lire dans un sens en se disant, ben, comme il y a plus de CO2, c'est un gaz à effet de serre, ça augmente la température. La lecture des climato-sceptiques, elle est inverse. Elle est de dire, oui, mais vous n'avez rien compris, c'est pas ça. En fait, la température de la Terre, elle monte pour des tas de raisons, je sais pas, spatiales, etc. Et puis, du coup, bah, ça met plus de quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors, c'est pas complètement faux quand même, parce que quand la température monte, on fait fondre, par exemple, les terres gelées de Sibérie, et ça libère des gaz à effet de serre comme le méthane qui est emprisonné. Donc, c'est pas complètement faux, mais c'est loin d'être très juste. Et aujourd'hui, on peut dire de manière incontestable que c'est bien le CO2 qu'on a mis dans l'atmosphère depuis la révolution industrielle qui est la cause de ce réchauffement climatique. Alors notamment, il y a les travaux du GIEC, vous avez sans doute entendu parler du GIEC. Le GIEC, c'est le groupement international sur l'évolution du climat, et ils ont étudié beaucoup de choses, et notamment le forçage radiatif. Je vais essayer d'expliquer ce que c'est. On regarde un phénomène qui concerne l'atmosphère, et on se demande si ce phénomène a tendance à réchauffer ou à refroidir l'atmosphère. Voilà, c'est ça la force. Quand ça refroidit, bah, ça donne des petites barres en bleu, c'est-à-dire que le forçage radiatif est négatif. Quand ça réchauffe, c'est rouge, et ça, voilà, ça réchauffe l'atmosphère. Alors, un exemple d'effet à forçage radiatif négatif, c'est les aérosols, c'est-à-dire les poussières qui sont dans l'atmosphère. Quand un volcan a une éruption, et crache des poussières dans l'atmosphère, ou encore quand nos pots d'échappement en crachent, ben, ça a tendance à refroidir un petit peu l'atmosphère. Ça contribue à ça. À l'inverse, quand vous mettez du CO2 ou du CH4, donc du méthane, dans l'atmosphère, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer, mais sur lesquelles je pourrais revenir si vous voulez, eh bien ça augmente la température. Ça a tendance à augmenter la température de l'atmosphère terrestre. Et on fait la somme de tous ces phénomènes, et on arrive à la barre marron, qui est à droite, qui est notre contribution, celle des humains, dans ce réchauffement climatique. Donc c'est incontestable aujourd'hui, et ça part des modèles vraiment calés. Oui, notre activité humaine renforce la température de la Terre, enfin augmente la température de la Terre, et participe au changement climatique. Et ça, on le voit bien sur cette courbe de température de la Terre, sur 2000 ans, hein, depuis Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, en gros, bah, ça oscille un peu. De temps en temps, il y a eu des périodes où ça a baissé légèrement. C'était la petite période glaciaire, médiévale. Et puis, ça, c'est la période moderne. Et là, vous vous dites quand même, non, c'est quand même pas tout à fait un effet du hasard. Il y a quand même effectivement notre activité humaine derrière. Et on sait aujourd'hui recaler ce type de courbe par des codes de calcul qui sont aujourd'hui extrêmement complets, des modèles climatiques. Si ce réchauffement existe et se produit, et qu'il est trop important, les conséquences seront absolument redoutables. Mais les efforts à faire pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 ou 2 degrés, ce qui est déjà beaucoup, hein, on y est presque à 1,5 et on voit déjà les effets, sont considérables. En gros, pour rester à 1,5 degré et pas plus, il faudrait que nos émissions de CO2, elles chutent, vous voyez, c'est la courbe en bleu, complètement dans un temps extrêmement bref.
On ne saura pas le faire, hein. Enfin, faut pas être très optimiste sur la courbe bleue, on n'y arrivera pas. La courbe qui est juste au-dessus, c'est 2 degrés. Et puis si on ne fait rien, ben, c'est la courbe en rouge en haut. Et là, ça atteint 4-5 degrés en plus. C'est cataclysmique. Hein. Je ne sais même pas si l'homme y résistera. Hein. C'est vraiment... ça apparaît pas beaucoup, 4-5 degrés, mais c'est de la moyenne terrestre. Hein. La France, là-dedans, elle est comment? Elle n'est pas trop mauvaise élève. On contribue par 2,3% aux émissions mondiales. Et si on regarde la contribution par habitant, en tonnes de CO2 par habitant au cours du temps, bah, on voit la France est en gris, elle est là, hein. Et puis la moyenne mondiale est en vert, elle est là. Donc on voit qu'on a baissé, si bien qu'on est aujourd'hui au niveau de la moyenne mondiale des émissions. Mais dans la moyenne mondiale, vous avez notamment tout le continent africain qui émet très peu de CO2. Hein. Mais vous voyez par exemple tout en haut, la courbe bleue, là, c'est pas la somme des courbes du dessous, c'est la courbe des États-Unis. Hein, ça vous donne une petite idée. Vous voyez aussi quelle chute d'ailleurs cette courbe. Hein. C'est pas inintéressant. C'est-à-dire que même si effectivement ils sont loin d'être des petits anges avec leurs gros 4x4 et machin, mais quand même, ils font aussi quand même un certain nombre de transformations, puisque ça baisse. Par contre, vous voyez la petite courbe en jaune, si vous la voyez, c'est la Chine. Et là, bah, ça pose un peu, ça donne une petite idée du problème. Voilà. Donc la France n'est pas le pire dans le tableau, notamment par notre énergie, électricité décarbonée, mais on peut évidemment faire des progrès. Alors de tout ça, ben, on va en tirer une politique énergétique. C'est-à-dire qu'il faut respecter les critères dont j'ai parlé, il faut notamment des énergies décarbonées, mais pas que. Et pour ça, ben, la France a décidé de légiférer. Et donc il y a eu une loi en 2015 qui s'appelle la loi sur la transition énergétique et la croissance verte, parce qu'on imaginait que c'était aussi un facteur de croissance de faire cette transition énergétique. Et cette loi, elle se décline en une stratégie nationale bas carbone qui vise à la neutralité carbone en 2050. Neutralité carbone, ça veut pas dire qu'on n'émet plus de CO2, ça veut dire qu'on en émet autant qu'on en capture ou qu'on en réutilise. Hein, c'est ça, ça s'équilibre. On peut en capturer par exemple en plantant des arbres. Ça c'est la stratégie. Et puis ensuite il faut des programmes, c'est-à-dire qu'il faut traduire ça en actes et en argent. Et ça c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est révisée tous les 2 ans. Hein, voilà. Et évidemment, une question centrale là-dedans, c'est le mix électrique. C'est-à-dire de quoi on va composer, quel est le cocktail qu'on va utiliser, des types d'énergie, des technologies pour produire notre électricité. Et il faut que ce mix il soit réalisable dans les 10 à 30 années qui viennent. Donc c'est vraiment très très court. Hein. C'est vraiment très court. Et évidemment, ce mix électrique, il doit respecter les grandes options, donc disponibilité de l'électricité à tout moment, à des prix accessibles, souveraineté, donc indépendance énergétique du point de vue électrique, et décarbonation. Là, vous avez une idée du mix électrique français ces dernières années. Bon, en gros, vous avez 2 tiers quoi, de nucléaire, vous avez 10%, vous avez 10% d'hydraulique, à peu près autant d'éolien. J'étais surpris d'ailleurs, je pensais que c'était un peu moins. Il y a moins de solaire aujourd'hui, mais ça va monter, clairement. Puis après, le gaz, etc. Donc ça, c'est à peu près la décomposition qu'on a. On a une énergie qui est pratiquement entièrement décarbonée. On n'utilise que 6-7% d'énergie carbonée en France pour produire de l'électricité, hein, en brûlant du fioul, par exemple. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser la question, ce mix énergétique, donc il doit répondre aux 3 grandes options, et je vais essayer de me poser la question pour chacun de ces critères. Quelles sont les énergies qui répondent le mieux? La disponibilité de l'électricité. Ben, pour avoir une disponibilité de l'électricité, il faut des moyens commandables. C'est-à-dire, j'appuie sur le bouton, l'électricité sort. Alors ça, c'est pas le cas, malheureusement, du solaire, c'est pas le cas de l'éolien, pour une bonne et simple raison, c'est qu'il n'y a pas du soleil tout le temps, il n'y en a pas la nuit, il n'y en a pas quand il y a trop de nuages, et qu'il n'y a pas non plus du vent tout le temps parce qu'il y a des anticyclones. Alors ça, c'est un peu embêtant.
Et donc, je n'ai pas pu les mettre dans la liste. On y trouve le nucléaire de fission, on y trouve l'hydroélectricité, parce que quand on relâche l'eau d'un barrage, c'est immédiat. On y trouve, malheureusement, les centrales électrogènes au gaz et au fioul, qui sont utilisées en secours aussi. Et puis on pourrait trouver dans l'avenir les décharges de batteries. Si par exemple, l'idée qu'on a pour compenser ce que je disais sur le solaire et l'éolien, c'est de stocker une partie de l'énergie éolienne et solaire qui est produite au moment où il y en a beaucoup, la mettre dans des batteries, et puis la relâcher quand on en a besoin, qu'il n'y a plus de soleil ou de vent. Voilà. Le deuxième critère, c'est la souveraineté. Alors, l'indépendance énergétique, c'est aussi très difficile à atteindre. Alors évidemment, ce qu'il faut éviter en premier lieu, c'est le gaz et le pétrole, parce qu'on importe tout. Et les pays producteurs peuvent nous faire carrément chanter, quoi. Mais c'est pas la seule chose qu'il faut éviter comme indépendance, enfin comme dépendance plutôt. Il y a aussi les technologies qui sont productrices d'électricité. Par exemple, les panneaux solaires, par exemple les batteries, par exemple les éoliennes. Et là, il faut faire attention à la fois que les technologies ne soient pas des monopoles vendus par d'autres, par exemple les panneaux solaires, la Chine, le Vietnam, ou que les matériaux qui les composent ne soient pas aussi des monopoles étrangers. Alors c'est le cas par exemple de l'éolien, parce que dans une éolienne, vous avez un gros aimant de plusieurs centaines de kilos, je parle des grandes éoliennes, hein. Et dans cette centaine de kilos, vous avez des terres rares, et les terres rares lourdes, c'est un monopole chinois aujourd'hui. Voilà, elles sont produites par les Chinois et en Chine. Et donc, évidemment, ça, c'est pas terrible du point de vue de la disponibilité. Alors, on trouve l'hydroélectricité, le nucléaire de fission. Je reviendrai sur un point là-dessus après. Et la biomasse qui est produite sur le territoire. Avec à chaque fois des avantages et des inconvénients. Alors, un des points, c'est que vous allez probablement dire le nucléaire de fission, il abuse un peu parce que il faut de l'uranium quand même pour faire tourner les centrales. Et l'uranium, on n'en a pas en France. Alors c'est pas tout à fait vrai. On a d'ailleurs eu une mine à Bessines d'uranium. Mais c'est vrai qu'on l'importe. Alors deux choses. D'une part, on l'importe de plusieurs endroits dans le monde. Donc c'est pas un modèle si fragile que ça. On l'importe du Kazakhstan, du Canada, d'Afrique, enfin, de plusieurs endroits dans le monde. Et d'autre part, je vous montrerai après qu'on a les moyens de s'affranchir de l'uranium naturel pour faire du nucléaire. Et ça, c'est le nucléaire de 4e génération. Et puis, le dernier critère, c'est la décarbonation. Donc il faut des énergies décarbonées qui ne produisent pas de CO2 et des moyens électriques décarbonés. Et dedans, on va trouver l'hydroélectricité, le nucléaire de fission, mais aussi le solaire, l'éolien, la biomasse. Alors, le solaire presque, parce qu'on peut chipoter en disant qu'il faut de l'énergie pour constituer les panneaux solaires, et que c'est pas toujours fait dans des endroits où c'est décarboné. Mais bon, en gros, c'est quand même décarboné. Donc on est content parce qu'on retrouve les ENR, les énergies renouvelables. Donc en conclusion partielle sur ce choix du mix énergétique, comme je l'ai dit, on fait feu de tout bois, et donc toutes les solutions vont être bonnes à prendre dès lors qu'elles sont décarbonées. Et notamment, toutes les pistes seront utiles pour décarboner. Alors l'électricité, comme je l'ai dit, ça ne concerne pas trop la France, mais ça concerne l'Europe. Un pays comme la Pologne, par exemple, émet son électricité essentiellement en brûlant du charbon. Puis l'Allemagne brûle encore un peu de lignite, etc. Donc ça, c'est pas extraordinaire. Et il y a aussi une voie qui consiste à dire qu'on va produire beaucoup d'électricité décarbonée, de plus en plus, et que ça va permettre d'électrifier les usages. Un exemple, c'est la chaleur industrielle. Dans les processus de production industrielle, on a souvent besoin d'être à haute température, donc de chaleur. 200 degrés, 800 degrés, c'est vrai dans les cimenteries, quand on fabrique des céramiques. Donc on a besoin de chaleur. Et cette chaleur, elle est produite en faisant brûler du gaz dans l'industrie. Et donc si on transforme ça et qu'on passe du gaz à l'électricité, que cette électricité est décarbonée, ben, on y a gagné, on produit moins de CO2. C'est un gain net. Ce qu'on dit sur les véhicules électriques notamment. Parmi les pistes de développement, à mon sens, les plus cruciales, celles qui vont vraiment nous impacter, nous concerner dans les temps qui viennent, au niveau français, au niveau européen, c'est le solaire, le nucléaire de fission, qui ont toutes deux un bel avenir.
Je vais dire dans une moindre mesure l'éolien et la biomasse. Alors pourquoi dans une moindre mesure? Pour ce qui est de l'éolien, parce qu'il y a vraiment un problème d'acceptabilité par la population, ça passe mal, les éoliennes, et donc c'est difficile, sauf à imposer. Mais on n'est pas quand même dans ce modèle-là. Et la biomasse, c'est pas terrible parce que ça vient en concurrence avec d'autres usages des sols. Et ça vient en concurrence aussi avec les écosystèmes. C'est-à-dire que si on prend de la surface pour fabriquer du bioéthanol à partir de je ne sais trop quelle plante, vous prenez une surface qui ne vous servira pas à alimenter la population et qui peut aussi perturber les écosystèmes. Il ne faut pas oublier d'autres points qui vont être majeurs dans les évolutions à faire en très très peu de temps. Adapter les réseaux, notamment les réseaux électriques, mais aussi peut-être les réseaux de chaleur. Alors les réseaux électriques, il va falloir les adapter sérieusement parce que si on fait plus de solaire, plus d'éolien, ça veut dire qu'on va aller chercher cette énergie de manière plus diffuse, un peu partout, au lieu d'avoir des gros centres producteurs comme les centrales nucléaires. Donc il faut adapter le réseau, il faut qu'il soit transformé. Et il faut aussi qu'il soit transformé dans sa manière de le piloter, parce que ça va être très très difficile de piloter un réseau comme ça. Un réseau électrique comme ça. C'est-à-dire pour piloter, ça veut dire qu'à tout moment on est en équilibre entre ce qu'on injecte comme électricité et ce que les gens vont en tirer. Voilà. Il y a le stockage, j'en ai un peu parlé, j'ai un peu parlé d'hydrogène, je pourrais revenir sur l'hydrogène, peut-être vous aurez des questions là-dessus. Et puis il y a un point qu'il ne faut pas oublier, c'est la sobriété. La sobriété, il faudrait presque le mettre en premier dans la liste. C'est que ce qu'il faut faire d'abord et avant tout, c'est de consommer moins d'énergie. Et ça ne se fera pas sans des changements profonds de nos modes de vie. Il faut mettre aussi un peu des sommes d'argent derrière. Elles sont fabuleuses. En Europe, on estime que pour faire ces transformations, au rythme où on doit les faire, c'est 1000 milliards d'euros par an qu'il va falloir mettre sur la table, en Europe. Et en France, les études donnent une fourchette entre 65 et 145 milliards d'euros par an. Alors vous avez un ordre de grandeur dans la tête, tous, parce que vous écoutez les infos, vous voyez l'Assemblée, et vous savez qu'on doit faire 60 milliards d'économies, et vous voyez combien c'est dur de les faire. Eh bien, il va falloir dépenser 65 milliards en plus, au moins, pour faire la transformation du système énergétique. Donc, vous voyez, on n'est pas tout à fait sorti de l'auberge. Et il me semble pas inintéressant quand même de creuser un peu certains des points que je viens d'indiquer. Donc, je ferai 3 focus, un sur le solaire, un sur l'énergie nucléaire, et puis je terminerai par le cas particulier des zones insulaires, et notamment de la Réunion. Et puis ensuite, on pourra débattre. Alors, on va commencer par l'énergie nucléaire de fission. D'abord, est-ce qu'elle vérifie les critères dont j'ai parlé? Disponibilité de l'électricité, prix accessible, la réponse est oui. Décarbonation, oui, c'est une énergie complètement décarbonée. Souveraineté, oui, si on a une indépendance du point de vue de l'alimentation en uranium. Donc, on va y revenir. Donc, c'est plutôt un tableau qui est plutôt vert, mais évidemment, et vous le savez tous, il y a plein de questions qui se posent sur le nucléaire, auxquelles les chercheurs et les industriels essayent d'apporter des réponses. Le maintien de la sûreté du parc, les coûts élevés d'investissement, on a beaucoup parlé du coût de l'EPR, de Flamanville, les déchets nucléaires, le démantèlement et son coût. Et puis une question qui vient d'apparaître dans le tableau, c'est est-ce qu'on va faire des petits réacteurs, c'est-à-dire des réacteurs typiquement 10 fois moins puissants que les gros réacteurs qu'on utilise aujourd'hui? C'est ce qu'on appelle les SMR, les Small and Modular Reactors, les petits réacteurs modulaires. Il y a 2 grandes familles de réacteurs de fission. Il y a les réacteurs de 2e et 3e génération, et puis il y a les réacteurs de 4e génération. 2e et 3e génération, c'est les réacteurs du parc actuel, et la 3e, c'est l'EPR. En gros, c'est les mêmes réacteurs. Bon, l'EPR est un peu plus puissant, 1650 MW. C'est des gros réacteurs, mais dans lesquels la modification essentielle, elle est sur les systèmes de sûreté. On a des systèmes qui sont beaucoup plus sûrs, on a rajouté des systèmes de sûreté. C'est ça qui est passé de la 2e à la 3e génération. Et là où il y a vraiment une rupture technologique, c'est avec la 4e génération, parce qu'on passe à des réacteurs dits à neutrons rapides. Alors, les générations actuelles, 2e, 3e, utilisent essentiellement comme fluide caloporteur, donc celui qui va entraîner la chaleur pour faire l'électricité derrière dans les turbines, de l'eau. Et il se trouve que cette eau, elle a tendance à ralentir les neutrons des réactions et de la réaction en chaîne.
qu'on a dans un réacteur. Et quand on ralentit, ben, on a donc des neutrons un peu moins efficaces, je dirais, et qui vont moins facilement casser les gros atomes. Donc ils ne cassent pas tous les gros atomes. Quand on passe à la 4e génération, là, on change de fluide caloporteur, notamment, et puis de type de combustible, et on va par exemple utiliser du sodium liquide ou du plomb liquide. Et là, les neutrons ne sont plus ralentis, et ils peuvent aller casser tous les types d'atomes, notamment le 238, l'uranium 238. L'uranium naturel, dedans, il y a 2 isotopes, le 238 le plus lourd et le 235, qui est le plus intéressant dans les réacteurs actuels, et qu'on est obligé d'enrichir, donc de concentrer en uranium 235 pour faire marcher les réacteurs. Puis le 238 qui est une sorte de sous-produit, ou déchet comme vous voulez. Et bien ce 238, on va pouvoir l'utiliser comme carburant des réacteurs de 4e génération. Ça c'est vraiment super intéressant. Donc il y a plus que des prototypes, hein. On a fait marcher des réacteurs à neutrons rapides en France, Super Phoenix, et puis il y avait même un projet Astrid de 4e génération, donc plus sûr, qui a été abandonné, qui s'appelait Astrid. Alors, pourquoi c'est important cette histoire de 4e génération? Là vous avez, alors je ne vais pas le commenter parce qu'on n'a vraiment pas le temps, une image du cycle du combustible, c'est-à-dire l'histoire de l'uranium depuis la mine jusqu'au combustible, puis après le combustible, où on retraite le combustible usé, et puis on recycle une partie, notamment le plutonium qui a été formé dans le réacteur. Ça, c'est le cycle actuel, mais vous voyez qu'au début de ce cycle, ce dont on ne se passe pas, c'est de 8000 tonnes par an d'uranium naturel en France, pour faire en gros 1 millier de tonnes de combustible. Si on passe à un parc de 4e génération, alors là, on change complètement le schéma, on n'alimente plus en uranium naturel, on n'a plus besoin de mines, on utilise simplement l'uranium appauvri qui est sur le sol français. On en a 320 000 tonnes sur le sol français, liées aux opérations d'enrichissement. Donc c'est énorme, c'est une mine considérable. On peut faire tourner un système de réacteur comme ça pendant des centaines, voire des milliers d'années sans avoir à faire appel à l'uranium naturel. Donc ça, c'est une perspective de recherche que je voulais vous donner sur la partie nucléaire qui peut donner aussi un peu d'espoir. Et je n'ai pas parlé de fusion, qui est aussi un grand espoir, mais qui est pour un futur un peu plus lointain peut-être. Le deuxième focus, c'est l'énergie photovoltaïque. Alors j'ai choisi celui-là parce que je pense que c'est vraiment une énergie qui a fait de très très grands progrès par la recherche, par la technologie, et qui aujourd'hui devient assez bon marché, il faut reconnaître. En gros, le coût de l'énergie solaire est assez comparable. Je parle des fermes photovoltaïques, hein, c'est plus cher quand c'est sur un toit solaire d'un pavillon. C'est à peu près comparable à celui du nucléaire aujourd'hui, donc c'est assez remarquable. Ça respecte pas mal des grandes options que j'ai indiquées, notamment le prix est accessible, c'est une énergie, on va dire, décarbonée. Il y a 2 points qui sont un peu plus durs. La disponibilité de l'électricité, ben, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il n'y a pas du soleil tout le temps, donc il faut compenser, soit par des batteries, soit en mettant en route d'autres systèmes à la place du solaire. Bon. Et puis un deuxième point dur, c'est la souveraineté, parce que vraiment, les panneaux photovoltaïques qui ne sont pas produits en France, enfin on a essayé, mais ça ne fonctionne pas, c'est pas... Économiquement, on n'y arrive pas pour le moment, peut-être qu'on y arrivera. Et la Chine est leader sur toute la filière, et le Vietnam et d'autres pays émergents prennent le relais. Évidemment en payant pas cher leur personnel. Sur l'énergie photovoltaïque, il y a malgré tout un certain nombre de questions qui peuvent se poser. Bon, j'en ai déjà adressé quelques-unes, mais il y en a une que je vais mettre un peu en avant, c'est le besoin de surface foncière, de surface agricole ou foncière. Parce que pour mettre des panneaux photovoltaïques et faire des fermes, eh bien, il faut beaucoup de surface, parce que c'est une énergie qui n'est pas concentrée. Comme le nucléaire, c'est une énergie qui est plutôt diluée, en fait, extensive plutôt qu'intensive. Et donc, on a besoin de surface foncière, et évidemment, ça vient en concurrence avec les autres usages du sol, pour l'agriculture, ou tout simplement pour que la nature vive. Alors, c'est un peu moins vrai maintenant, parce qu'on arrive à faire des panneaux qui laissent passer une partie du flux solaire, et qui, du coup, pourraient quand même alimenter un peu d'agriculture en dessous. Voilà. Ça fait partie des voies de recherche. Quelle est la principale voie sur lesquelles les chercheurs s'excitent aujourd'hui en matière de photovoltaïque? Ben, c'est la notion de rendement du panneau.
Alors, c'est quoi le rendement d'un panneau? Vous prenez un panneau qui a une surface donnée, et puis, mettons, le soleil, il est midi. Voilà, l'éclairement du soleil est fixé, la surface du panneau est fixée. Et vous vous demandez quelle est la proportion de l'énergie que vous avez reçue par le soleil qui est transformée en énergie électrique. Et bien, cette proportion, c'est le rendement. Donc, si vous dites que le rendement est de 10%, ça veut dire que 10% de l'énergie du soleil a été transformée en électricité. Voilà, en gros. Alors, il se trouve que le principe de base de tous les panneaux photovoltaïques, il est le même aujourd'hui. Vous avez deux matériaux, une nuance de matériaux, vous voyez le bleu et l'orange là, qui sont au contact l'un de l'autre, et puis c'est suffisamment transparent pour laisser passer les photons du soleil, au moins ceux qui nous intéressent, et quand ça va arriver à la jonction entre les deux matériaux, ben ça va dissocier des charges électriques positives et négatives, qui vont ensuite pouvoir être récupérées dans un circuit électrique, donc faire du courant. Donc le principe, il est simple. Après, vous pouvez vous douter que derrière ce principe, il y a des multiples variantes technologiques sur la façon de faire et aussi sur les matériaux qu'on va utiliser. Et donc vous pouvez essayer de pousser le rendement très loin et voir jusqu'à combien de pourcents vous allez pouvoir tirer de l'énergie électrique du soleil. Alors, cette course au rendement, elle existe, elle est très intéressante, elle est très stimulante. Les questions qui, derrière, vous allez vous poser, vous, quand vous allez installer votre toit solaire sur votre maison, c'est ouais, mais à quel coût et combien de temps ça va durer, ces panneaux? Donc, j'ai essayé de rassembler sur monocristallin, polycristallin, amorphe, c'est un peu comme du verre. Puis, vous avez d'autres matériaux plus exotiques. Vous avez des matériaux organiques avec des polymères qui peuvent servir de jonction aussi. Vous avez des hétérojonctions, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre 2 nuances de silicium, vous allez mettre du silicium et du germanium. Ou vous avez des matériaux très avancés comme les perovskites qui ont un peu le vent en poupe, même s'il y a du plomb dedans. Ça, c'est pas terrible, on n'aime pas trop le plomb pour des raisons environnementales. Et effectivement, vous voyez qu'on arrive à atteindre des rendements qui sont assez extraordinaires. Aujourd'hui, on est passé de moins de 10%, hein, comme vous voyez pour le silicium amorphe, à des rendements qui aujourd'hui dépassent 30%. Donc ça, c'est remarquable. Par contre, quand vous regardez le prix des panneaux, c'est pas tout à fait la même histoire. Et évidemment, comme c'est des technologies plus sophistiquées, le prix augmente. Bon, je ne vais pas commenter ligne à ligne. Il y a aussi des lignes où c'est marqué non commercialisé ou avec des points d'interrogation, parce qu'on est encore à l'étape vraiment du développement de la recherche. Et puis la durée de vie, elle n'est pas toujours au rendez-vous non plus. Vous avez des types de matériaux qui sont un peu fragiles, qui se dégradent dans l'atmosphère. Par exemple, les perovskites se dégradent dans l'atmosphère, donc ça limite la durée de vie. Et si ça la limite trop, jamais on mettra en service ce type de matériaux, sauf pour des utilisations très spécifiques. Je vais passer ce transparent qui est trop complexe. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur, là aussi, les voies de recherche sur la partie de l'énergie photovoltaïque. Et puis je vais terminer par un dernier petit focus donc, sur notre île, et notamment sur l'électricité dans l'île, en se demandant comment elle est produite, qu'est-ce qu'on fait comme transformation dans notre système électrique. Alors, d'abord, on va regarder le chiffre du bas, la consommation électrique à La Réunion. 2820 gigawattheures. Bon, en France, c'est plus, bien entendu. Ça représente 0,7% de la consommation française, La Réunion. C'est pas rien quand même, hein. Pour 1,3% de la population. Ça veut dire que chaque individu en moyenne consomme moins d'électricité que dans l'Hexagone. Ça peut se comprendre, on a quand même une île qui a un modèle économique qui est encore pas mal agricole. Il n'y a pas beaucoup d'industrie lourde hein, à La Réunion, donc ça participe à expliquer ça. Et vous avez les différents centres de production d'électricité. Donc vous avez EDF, vous avez des centres privés. Et si on regarde la décomposition des types d'énergie à La Réunion en 2022, vous voyez qu'il y en avait en gros un tiers qui était brûlé du fioul et du charbon, ce qui n'est pas terrible. Vous en avez un cinquième en complément qui est brûlé des matières organiques, on va dire du bio. Hein. Vous avez
1/8 d'hydraulique, 1/4 de photovoltaïque. Voilà. Voilà à peu près de quoi c'était composé. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des efforts très sérieux qui sont faits pour améliorer ce bilan. Et notamment diminuer la part du fuel et du charbon. Et une des façons de faire, pour EDF, mais aussi pour des centres privés comme Bois-Rouge ou Le Gaulle, c'est de changer de carburant en passant du fuel lourd polluant à du biodiesel, issu du colza par exemple, et en passant du charbon, par exemple, à des pellettes de bois ou de la bagasse, etc. Donc le sous-produit de la culture de la canne. Et cette politique a des résultats. EDF, par exemple, affiche que leur objectif est 100% de renouvelables en 2030, ce qui est remarquable, et les émissions de CO2 vont diminuer. On est, alors je ne sais pas si on est dans l'objectif ou c'est déjà réalisé, mais on le tangente, 0,5 million de tonnes de CO2 d'économie. Donc c'est vraiment chouette, je pense que c'est un beau résultat. Je vais être obligé quand même de relativiser un peu le résultat. D'abord parce que les pellettes de bois, le biodiesel qu'on importe, on les importe. Donc ça veut dire qu'on n'est pas indépendant énergétiquement. On est une île, c'est pas forcément étonnant qu'on ne le soit pas, mais bon, il faudrait essayer de l'être le plus possible. Et surtout, ces 0,5 millions de tonnes d'économie, ils sont à comparer avec les émissions de CO2 de l'île. Les émissions de CO2 de l'île, c'est 5 millions de tonnes dans le périmètre de l'île, émis par an. Donc en gros, 5 tonnes de CO2 par habitant, ce qui est quand même beaucoup. Et j'ai fait quelques calculs pour voir un peu quelles étaient les composantes de ça. Je tombe sur, par exemple, si je regarde les avions La Réunion-Paris, ça joue pour 0,8 à 1,2 million de tonnes de CO2 par an. Vous avez les transports routiers sur l'île, 1,3 à 1,6 million de tonnes. Alors ça, c'est des chiffres officiels pour le coup. Et c'est en croissance. Donc, modèle de la voiture électrique, bon, bref. Et j'ai rajouté une ligne qui, elle, n'est pas dans les bilans officiels. Je ne sais pas trop pourquoi. Les chiffres, en tout cas, existent, mais ils sont, à mon sens, totalement sous-estimés. C'est le fret maritime. Donc, quand vous recevez vos machines à laver, vos voitures de la métropole ou d'ailleurs, de l'Hexagone, pardon, ou d'ailleurs, eh ben, ça passe dans des conteneurs et par du fret maritime pour l'essentiel. Et il faut savoir qu'un porte-conteneur, ça consomme en gros 300 litres de fuel par kilomètre. Donc ça va vite. Hein. Et donc, moi j'estime qu'on doit émettre à peu près 3 à 6 millions de tonnes de CO2 par le fret maritime. Donc c'est énorme. Donc ça veut dire que il y a des progrès réels, il faut vraiment les saluer. Je trouve que c'est bien. Il faut aller dans ce sens-là, mais qu'il y a encore des gros progrès à faire. Et tout ça, ça nous interroge. Ça nous interroge sur notre modèle énergétique, sur notre modèle économique, sur notre modèle sociétal. Et ça, c'est évident que c'est vrai pour La Réunion, mais ça l'est bien entendu pour la France tout entière, pour l'Europe et pour le monde. On peut se poser par exemple la question de quelle piste pourrait-on adopter pour continuer à diminuer justement l'impact du CO2 de l'île. Voilà, j'arrive au bout de mon petit laïus et je vous remercie beaucoup de votre attention constante, merci infiniment. Et puis on va pouvoir passer donc maintenant à une période de débat et de questions, si vous en avez. Merci pour cette présentation, c'est très très intéressant. Bon, des questions, j'en ai 12 000, mais je vais en poser une spécifiquement. Vous avez parlé d'Astrid. Oui. Astrid, ça a été un projet qui a été arrêté par le président au pouvoir en 2018. C'est vrai. En France. C'est vrai. On en est où maintenant? Parce que moi, les dernières nouvelles que j'avais de ce projet-là, c'est que c'est complètement à l'arrêt et il y a peu d'espoir que ça redémarre suffisamment vite pour qu'on construise des réacteurs de 4e génération avant l'échéance de 2050. Alors, c'est une question complexe et assez politique en fait, parce qu'effectivement ça a pas mal tangué, c'est des questions qui ont été vues aussi par l'Assemblée, par le Sénat, il y a des commissions d'enquête, donc ça a été un sujet très chaud.
Alors Astrid, en effet, c'est un projet qui est arrêté, mais sur lequel on a essayé de continuer à minima les recherches pour ne pas perdre la connaissance et aussi continuer à développer et être prêt le moment venu. Les raisons qui ont été invoquées pour l'arrêt d'Astrid, c'était essentiellement qu'on n'avait pas de rupture d'approvisionnement d'uranium en vue, et que le prix de l'uranium allait rester stable. C'est un pari, je pense que c'est un pari qui n'est pas gagné du tout, parce qu'il y a des tas de mouvements. D'une part, on va augmenter la consommation en uranium dans le monde, ne serait-ce que par les petits réacteurs qui vont se mettre à pulluler, et puis d'autre part aussi parce que l'uranium, on le tire des mines, et que les grands pays comme la Chine essayent d'en avoir le monopole de ces mines. Et une fois qu'on a un monopole, on peut monter les prix comme on veut, ou à peu près. Donc, l'idée qui est de faire de la 4e génération pour s'affranchir d'uranium naturel et des mines, cette idée a conduit les responsables à dire on n'en a pas besoin maintenant. Donc on ne va pas mettre plusieurs milliards d'euros sur la table pour ce projet, on va attendre. Voilà. Alors, les équipes ne sont pas démobilisées, elles le sont en partie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un projet à construire, il n'y a plus un réacteur à construire, mais on continue à améliorer les différents sous-systèmes, par exemple, ou la conception globale d'un réacteur de 4e génération. Donc c'est pas fichu. Et je rappelle aussi qu'on ne part pas de rien. Donc il y a des réacteurs rapides, à neutrons rapides, pas de 4e génération, parce que du point de vue de la sûreté, il y avait des améliorations à faire, mais qui existent, qu'on a fait tourner, dont un sur Marcoule, puisqu'on a parlé du centre on a évoqué le centre de Marcoule tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Le réacteur C'était... alors non, c'est pas le RJH. Le RJH... non, c'est pas ça. C'était le réacteur Phénix, qui a servi notamment à faire des études sur la transmutation. Voilà. Donc mais ça a aussi servi le réseau un peu. Ça a aussi produit. Et il y avait Super Phénix qui a été arrêté pour des raisons, alors là, pour le coup, entièrement politiques. La fusion. Alors la fusion. La fusion, c'est d'énormes projets, parce qu'on a des très très gros réacteurs en vue, bien plus gros qu'ITER. Donc ITER se construit, c'est pas une affaire simple, parce que c'est multi-pays. On va y arriver, on va réussir à mettre ITER en route. Le risque qu'on peut voir, c'est qu'il y ait d'autres technologies concurrentes de ces divertors ergodiques et autres tokamaks, etc., qui peuvent voir le jour, qui sont en train peut-être de voir le jour, et qu'on risque de se faire doubler en vitesse alors qu'on n'aura pas encore atteint vraiment tous les résultats qu'on pouvait escompter d'un réacteur comme ITER. La fusion, c'est une énergie très clairement d'avenir, parce que c'est un peu reproduire le type de réaction qu'on a dans les étoiles sur Terre. C'est pas non plus une partie de plaisir à faire, c'est très compliqué, on atteint des températures extrêmes, avec des matériaux très particuliers, à mettre en face de ces réactions nucléaires. Donc c'est pas simple à faire, il faut aussi maîtriser la sûreté nucléaire, parce que l'air de rien, on utilise du tritium, et des kilos de tritium, et le tritium, il est aussi radioactif. Alors, il a une durée de vie qui est beaucoup plus courte que les actinides, mais ça a quand même des effets potentiels, donc il faut y faire attention. Voilà. Donc la fusion, ça reste un espoir fort. Je pense qu'on fera de la fusion. Il faut bien, pour le thorium, il y a un procédé qui s'appelle Torex. Donc on sait faire. Pour le thorium, on sait l'extraire, on sait aussi faire plein de choses. Mais ça m'étonnerait fort qu'en France, on passe à un cycle au thorium. Parce que toute notre industrie existe et qu'elle fonctionne très bien en uranium. Et qu'en plus, pour amorcer la pompe, comme je le disais, il faut d'abord fabriquer l'uranium 233. Ce qui n'est pas en soi très très simple. Voilà. Donc j'ai un avis mitigé sur le thorium, même si c'est souvent présenté comme quelque chose de très très intéressant. Mais du coup, on ne peut pas recycler les déchets justement dans les réacteurs au thorium? Non. On a évoqué beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de schémas de cycle.
Donc on peut effectivement fissionner certains atomes, certains déchets, les transformer, les transmuter comme on dit, hein, comme les alchimistes transmutaient les éléments. On sait le faire dans certains réacteurs, et on pourrait utiliser des schémas qu'on appelait par exemple en double strate, où il y avait une partie qui servait simplement à brûler des déchets. Bon, aujourd'hui, le CEA a été très promoteur de beaucoup de choses dans ces domaines-là. Les industriels sont beaucoup plus frileux. Et aller rechercher les actinides mineurs, par exemple, qui sont très radioactifs, les manipuler pour faire des cibles, mettre ça dans des réacteurs, EDF n'en veut pas, quoi, clairement. EDF ne fera jamais ça. Ça leur semble beaucoup trop compliqué. À la limite, eux, il se passerait du retraitement d'ailleurs. Hein. Ils pourraient faire du cycle direct, utiliser de l'uranium et puis mettre ça dans des stocks, ils le feraient, hein, je crois. Mais, de l'Allemagne qui a arrêté toutes ses centrales nucléaires. Pardon ? L'Allemagne qui a arrêté toutes ses centrales nucléaires. Bah, ils s'en sortent mal, hein. J'ai souligné quand même que... Enfin franchement, hein, ils s'en sortent mal. Si aujourd'hui, vous avez sans doute entendu que le bilan économique et commercial de l'Allemagne était en train de s'effondrer. Hein. Et ça chute très vite. Hein. Et l'aspect énergétique n'y est pas pour rien. Et ils ont fait d'énormes erreurs. Ils se sont quand même vraiment inféodés, notamment au gaz russe. Et ça, c'est grave, quoi. Ils ont vraiment fait une très grosse erreur. L'idée d'arrêter le nucléaire, bah, on peut en débattre. On pouvait se dire, après tout, c'est une énergie qu'on trouve trop dangereuse, il y a des déchets, c'est compliqué, on n'a plus envie de nucléaire. Ça, je comprends. Mais de décider sans avoir la solution alternative en même temps, ça, c'est une erreur politique. À mon sens. Peut-être que d'autres penseraient différemment, mais ça, je pense que c'est pas une bonne idée. Donc effectivement, l'Allemagne a arrêté ses réacteurs. Et d'ailleurs, il y a certains qui pensent qu'il faudrait en remettre en route. Il y a la Belgique aussi, l'Italie, enfin bon, il y a d'autres pays. Moi, je ne commente pas en soi le fait d'avoir envie de changer, de s'affranchir du nucléaire. Le nucléaire, ça a des avantages, ça a des défauts. Ça a un coût, ça... Bon. Mais par contre, le faire sans avoir une solution en repli, alors là je comprends plus. Franchement, je comprends plus. Si c'est pour redémarrer des centrales aux limites, merci, quoi. Je vais renchérir parce que la valeur ajoutée, ce n'est rien d'autre que de l'énergie plus du travail humain. Et donc on est au centre de la problématique de notre sociétale du XXIe siècle. Quant à la question de l'énergie, c'est vraiment quelque chose de central. La question de la place pour pouvoir produire, peut-être que de passer de la fonction chlorophyllienne aux acétates permettra de gagner pas mal de place au niveau donc, de l'agriculture et de pouvoir nourrir tout le monde en laissant plus de place pour pouvoir faire de l'énergie. Peut-être que... Enfin bon, les pistes, elles sont multiples. Et on améliore l'interaction nucléaire faible. Bientôt, on pourra peut-être passer à la forte, et puis, bon, même si ça demande encore 50 ans, mais on y viendra. Vous avez cherché toute votre vie, mais la question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a fait trouver La Réunion ? Ma charmante compagne qui se trouve à votre gauche, qui est médecin du travail et qui a décidé à un moment qu'elle avait envie de faire cette petite expérience de venir travailler sur une île qu'elle connaissait déjà et qui la séduisait. Et donc, on a fini par acheter une maison et je l'ai rejointe. Et puis, on va partager un peu notre vie entre La Réunion et puis l'Hexagone, parce qu'il ne faut pas dire métropole, j'ai beaucoup de mal. Parce qu'on y a quand même pas mal de familles, d'enfants et de petits-enfants. Voilà. Merci beaucoup. Mais c'est très plaisant d'y être. Moi, j'ai une question. C'est peut-être pas une question, c'est un constat. J'ai l'impression, de manière générale, que dans tous les domaines, on a petit à petit abandonné ce qu'on appelle la souveraineté, que ce soit sur le plan alimentaire, sur le plan énergie. Enfin, dans beaucoup de domaines, on voit qu'il y a un écroulement de la souveraineté. De manière générale, en Europe, on a délocalisé des tas d'entreprises et ça, on a l'impression que ça correspond à un schéma global
ou pour pouvoir maîtriser, on a l'impression qu'il y a des intentions de domination de certains sur l'ensemble de la planète. Hein. C'est le vieux mythe à Babylone, enfin, etc. Et on a l'impression qu'il y a des gens qui reproduisent ça. Et je pense qu'aussi on a des politiques qui ont fait le choix, dans certains domaines, par exemple dans le domaine du nucléaire, qui ont vendu des outils, qui les rachètent. Donc je me demande si vous avez du recul dans ce domaine-là, et si vous percevez ce genre de choses. Enfin voilà, c'est un point de vue, mais je ne sais pas... Alors la perte de souveraineté, elle est factuelle, elle est évidente. Je pense qu'elle est largement liée aussi à des phénomènes qui dépassent la France, qui sont les phénomènes de la concentration, le phénomène de la concentration industrielle. C'est-à-dire qu'on a des groupes industriels qui ont maintenant la puissance des États. Ce n'était pas le cas il y a 50 ans, ce n'était même pas le cas il y a 30 ans. Et aujourd'hui, ces groupes, ils sont évidemment internationaux. Et ils sont situés là où ça les arrange le plus, etc. Et donc, c'est extrêmement difficile de conserver sa souveraineté dans un monde qui est piloté, maîtrisé, dirigé par des super grands groupes, des super grandes puissances, avec à leur tête des gens qui ne sont pas toujours très très sains. Hein. Pensez aux élections américaines et au rôle d'Elon Musk. Donc, il y a un effort considérable à faire pour retrouver de la souveraineté dans tous les domaines. C'est très difficile et il va falloir lutter contre des vents contraires, quoi, réellement. Mais c'est un objectif majeur. Et c'est un objectif de stabilité et de paix. Hein. Pensez ne serait-ce qu'à la souveraineté de la défense. La plupart des pays européens se sont féodés finalement à la sûreté que leur apportait le parapluie américain. Ben, c'est pas sain. C'est pas sain, il y a un moment où il faut avoir une défense propre, il faut qu'on constitue une défense européenne forte. C'est vrai dans des médicaments, c'est vrai de tellement de domaines. La crise du Covid a été particulièrement significative à ce propos. Hein. On n'avait pas de masques, on n'avait pas... il y avait beaucoup de choses qui nous manquaient, même des respirateurs. Parce qu'on n'en fabrique plus, on n'a plus d'industrie manufacturière. Alors je ne dis pas, c'est compliqué l'industrie manufacturière. Ça pollue, ça prend de la place, ça fait du bruit. Mais d'un autre côté, c'est aussi quand même une façon d'assurer nos arrières. Au moins un peu. Il faut essayer de l'améliorer pour qu'elle soit moins polluante, qu'elle fasse moins de bruit, qu'elle ait moins d'impact. Ça c'est sûr, il faut le faire. D'ailleurs, ça se fait quand même. Mais il faut quand même retrouver un minimum de production interne à la France, interne à l'Europe. Moi je dirais à l'Europe parce que la vision purement franco-française, elle a vraiment des limites. Hein. Je crois qu'il faut essayer d'avoir une vision au moins européenne. Mais toute cette perte de souveraineté, y compris à l'échelle européenne, elle est grave parce qu'elle nous met en danger. Hein. Elle nous met en danger notamment parce qu'on n'est plus à l'abri des conflits. Alors qu'on a été une zone de stabilité, on ne l'est plus. On a la guerre à nos portes et il va falloir se débrouiller avec, quoi. Et donc, évidemment, si on était plus souverain, plus fort, hein, donc plus présent, on n'aurait sans doute pas tous ces problèmes. On aurait pu arrêter, par exemple, l'expansion russe plus tôt. Ce qu'on n'a pas fait. Ou l'expansion américaine. Ou l'expansion américaine dans d'autres domaines. Il y a 600 bases dans le monde, oui. Dont 20 en France. Mais pas que de la défense, c'est aussi vrai de l'expansion sur les moyens de communication. Les moyens de communication, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fabrique comme téléphone, comme Internet en France? Pas grand-chose. Hein. Et donc, ça veut dire que tout ce qui va nous surveiller, nous piloter nos vies, l'intelligence artificielle, ça va être fait ailleurs. Bon, il faut vraiment essayer de faire cet effort-là, c'est sûr. Mais avec quel argent? Ça, c'est une autre question. Une toute petite question, est-ce qu'on pourrait envisager une réutilisation des déchets? Nucléaire. Donc ça produit toujours de l'énergie, peut-être. Voilà. Alors, d'abord, je vais vous satisfaire sur ce point-là. On le fait déjà. C'est-à-dire que le fait que dans un réacteur, l'uranium qu'on fissionne produit aussi du plutonium. Ce plutonium, lui aussi, possède un isotope un peu comme l'uranium 235, c'est le plutonium 239 ou 241, enfin bon, surtout 239.
et on le produit, et il se trouve qu'on le récupère, donc c'est l'opération qu'on appelle le retraitement et recyclage. Et on fabrique du combustible avec, qu'on appelle le MOX. MOX, ça veut dire Mixed Oxide, Uranium, Plutonium. Donc on met du plutonium dedans et on le recycle une fois, aujourd'hui. Donc il faut aller, sans doute, vers des modèles où on utilise encore mieux toute la matière énergétique, et donc c'est le multi-recyclage. Et ce multi-recyclage, ça veut dire je fais passer, je récupère, je remets dans un combustible, je refais passer, etc. Je tourne un peu en boucle en alimentant. C'est le schéma que je vous ai montré sur la 4e génération. Mais le multi-recyclage ne peut pas se faire avec les réacteurs actuels au-delà de 2 tours, on va dire 2-3 tours. Pour aller vraiment au-delà, il faut des réacteurs de 4e génération, des réacteurs rapides. Donc, par ailleurs, il y avait des gens qui se disaient, finalement, ça chauffe ces déchets, donc on va pouvoir récupérer l'énergie calorifique. Mais c'est vraiment pouillème et vraiment s'amuser à scoltiner la proximité de choses aussi radioactives et aussi dangereuses pour produire de la chaleur, ça, non, c'est pas un bon plan. Donc oui, on récupère tout ce qui peut être récupéré en France, mais on est le seul pays pratiquement à le faire aujourd'hui, parce que le plutonium, c'est un peu tabou. C'est une matière qui a été vue notamment par les États-Unis comme extrêmement dangereuse, proliférante, c'est-à-dire pouvant donner lieu à des armes atomiques. À mon sens, c'est complètement idiot, parce qu'on sait faire des armes atomiques avec bien d'autres choses que du plutonium. Mais ça a été vu comme ça, et les États-Unis, pour des raisons que je ne comprenne pas bien, se cramponnent à ce modèle-là, et donc ne veulent pas recycler. Mais en France, on recycle, et je pense que ce n'est pas d'autres activités qui sont produites, pour une même quantité d'électricité produite. Donc c'est plutôt une bonne opération, au total, à mon sens. Bon, je suis peut-être un peu partiel, là. C'est possible. Encore peut-être 2 petites questions. Bonjour, donc merci beaucoup pour... Je suis dans le noir. Merci beaucoup pour la présentation. Moi je suis fan du nucléaire parce que la technologie elle est merveilleuse, mais pour me faire un peu essayer de voir, vous avez pas mal parlé d'une photovoltaïque qui est quand même une alternative qui a l'air assez intéressante. Et puis en besoin vous avez listé 3 besoins pour une énergie, mais il y a quand même le besoin de sécurité qui dans le nucléaire, alors en fait on regarde, il n'y a pas eu tant de morts à cause du nucléaire que ça, mais ça existe. Et puis le problème d'intermittence lié potentiellement au problème des fleuves qui se réchauffent, etc. Et puis qu'on a eu sur la corrosion qui ont fait que nos réacteurs n'ont pas fonctionné. Est-ce qu'avec les milliards d'euros de la filière nucléaire, on ne pourrait pas accélérer beaucoup plus avec cette technologie photovoltaïque qui permet une installation beaucoup plus rapide? Et est-ce qu'il n'y a pas un problème d'approvisionnement sur les matériaux du photovoltaïque, en minerais, etc., qui poserait problème si on accélérait beaucoup plus sur le photovoltaïque, peut-être en mettant stand-by le nucléaire? Alors je vous remercie de votre question, c'est une question à tiroir, donc il me faudra 1 heure pour répondre, donc je vais quand même pas mettre une heure. Oui, le nucléaire, bien sûr, il y a des risques, hein. Et c'est pour ça qu'on a l'autorité de sûreté nucléaire la plus dure du monde. Nulle part il y a un tel niveau d'exigence. Un exemple, c'est que les installations nucléaires, de quelque type que ce soit, y compris des installations nucléaires qui font de la recherche et pas de la production, elles sont réévaluées en sûreté tous les 10 ans, et on est le seul pays dans lequel il faut que le nouveau standard de sûreté, ça soit le meilleur à l'époque où on fait cette révision. C'est-à-dire que dans tous les autres pays, on prend le standard de l'époque où ça a été construit. Et on se dit, est-ce que ça le respecte toujours? Qu'est-ce qu'il faut pour le respecter encore? En France, ce n'est pas le cas. À chaque fois, on fait ce qu'on appelle une réévaluation de sûreté. Donc c'est pas pour rien, c'est parce que le nucléaire n'est pas... je vous ai dit, hein, la densité d'énergie qu'il y avait dans un réacteur, c'est fabuleux, c'est énorme. Et donc, bien entendu, il faut faire extrêmement attention. Et puis, il y a aussi d'autres questions qui se posent que j'ai évoquées tout à l'heure. Il se trouve qu'on a une pratique
qu'il ne faut pas perdre, hein, parce qu'on l'a acquise aussi en faisant un certain nombre de bêtises dans le passé, hein, on en a fait. Et on a acquis un savoir-faire qui fait qu'aujourd'hui, on a un nucléaire qui est très très sûr. Un exemple, c'est que vous savez qu'il y avait eu un défaut générique, donc j'en ai parlé en 2021. Vous avez parlé de corrosion tout à l'heure. Donc c'est un défaut de corrosion sur des circuits de secours qui alimentent le réacteur en cas de manque d'eau où ça pourrait monter en température. Et on s'est aperçu que, non pas tous les réacteurs du parc, mais un certain nombre qui avaient été construits dans certaines conditions présentaient ce type de défaut. Ce défaut, il a été détecté avant qu'on ait le moindre problème, bien avant. Il a été détecté justement parce qu'on réévalue tout ça et parce qu'on fait des tas de diagnostics, et il a été corrigé. Ce problème n'existe plus, il a été corrigé. On a mis de l'argent sur la table pour le corriger. Donc, rien n'est parfait dans le meilleur des mondes, hein. Il faut être extrêmement attentif, et en sûreté, on analyse tous les types de défauts, y compris ce qu'on appelle le facteur humain et organisationnel. C'est que souvent, finalement, les problèmes de sûreté, de sécurité, ils apparaissent parce que les humains sont défaillants, parce que les organisations humaines sont défaillantes. Et ça aussi, c'est analysé, et ça fait aussi l'objet de correctifs. Donc voilà. Alors maintenant, ça, j'ai conscience que ça peut être pris comme un point de vue, je pense que c'est assez factuel, mais bien sûr, tout le monde a le droit de penser que ce que je raconte, c'est parce que je suis un inféodé du nucléaire, que voilà, acheté par EDF, etc. Non, franchement, c'est pas le cas. Moi, j'ai jamais vendu de réacteur nucléaire. J'en ai d'ailleurs jamais fait tourner. J'étais dans le domaine de la recherche, mais je suis quand même assez convaincu. Après, le solaire. Le solaire, c'est une voie qu'il faut développer. Alors déjà, je rappelle la petite courbe que j'ai montrée. Les énergies sans pile, elles ne se substituent pas. Ça, c'est l'histoire de l'humanité qui le montre. Le solaire ne se substituera pas aux autres énergies. Il montera pour remplir un besoin énergétique croissant. Première chose. Mais il faut du solaire, il faut continuer la recherche, et c'est super. Moi, je suis tout à fait fan. Un point quand même sur lequel il faut faire très attention, c'est que le solaire, c'est pas facile à manipuler quand vous avez un réseau électrique. Parce que pour piloter un réseau électrique dans lequel vous avez des alternances jour-nuit, des moments où il y a trop de nuages, etc. Donc ça vient, ça part, etc. Il faut que, alors que le besoin, lui, il est plus constant, enfin il n'est pas constant, mais il oscille, mais moins fort, c'est pas facile à piloter, et il ne faut pas qu'on ait un réseau qui soit fragile. Parce qu'un réseau fragile, ça peut s'effondrer, et quand ça s'effondre, avant de le remettre en route, ça prend du temps. Et pendant ce temps-là, je parlais des gens qui étaient dialysés à l'hôpital, eux, ils en ont besoin de l'électricité. Hein. Et bon, certes, on va faire fonctionner un groupe électrogène, mais globalement, vous n'arrêterez pas aussi un four de sidérurgie, etc. Donc ça a des vraies conséquences. Donc le solaire, ça a aussi ses limites. Ensuite, effectivement, on n'est pas souverain dans le domaine du solaire. Il y a des besoins de matériaux. Si en plus on double le solaire par des packs de batteries pour stocker l'énergie qu'on aura produite quand il y en aura trop, et ça aussi, ça a besoin de matériaux. Là non plus, on n'est pas souverain. Alors, il y a quand même une usine de fabrication de batteries qui se monte, qui est importante. Bon, on va commencer à devenir un peu plus autonome en matière de batterie pour aller dans le sens de ce que disait monsieur tout à l'heure. Voilà, ma réponse n'est pas satisfaisante, parce que je crois la question était vraiment compliquée. Et enfin, elle comporte beaucoup de recoins. Mais on pourra en discuter. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est que nous avons pour habitude de clore nos débats vers 20h. Il y a déjà 2 questions qui sont de main levée. Peut-être la dernière, la troisième serait donc Yves, bien évidemment. Et donc je m'arrête là. Je vais vers vous pour les 3 dernières questions, et puis après on va... Merci, c'est une question très courte puisque votre conférence fait un peu suite à la semaine Atomes et Énergie que l'Académie avait organisée l'an dernier. Peut-être certains étaient vous, ou des collègues du CEA justement étaient présents. Et il y a 2 visioconférences qui sont encore disponibles sur le site de l'Université de La Réunion. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez les visionner. Ils font écho à ce que vous avez soulevé. Et pour une question plus
particulière. On va quitter le carbone, on veut quitter le carbone, et on ouvre une page vers les minéraux et les métaux. Quid de notre possibilité d'extraire et de raffiner ces métaux et ces matériaux sans carbone? Comment on résout l'équation? Alors d'abord, l'activité minière, elle a disparu en France. Hein. Il faut être clair. On n'a plus d'activité minière en France. Ça a été un choix parce que là, je pense que d'abord, on a quand même une expérience humaine qui a été très tragique, hein, avec l'exploitation du charbon, qui a été quand même dévastatrice du point de vue humain et du point de vue des travailleurs dans les mines. Il faut donc arriver à concevoir qu'on va faire des mines d'une nouvelle génération, vraiment. Donc changer complètement le mode d'exploitation minière. Ça ne peut pas être le même type de mine que ce qu'on a connu à l'époque où on exploitait le charbon. Il faut des mines qui soient vraiment modernes, qui respectent les individus qui y travaillent. C'est pas simple. Et il faut aussi que ce soit vu comme acceptable par la population. Et là, on a un très gros problème d'acceptabilité. Le BRGM fait des études là-dessus, le Bureau de recherche géologique et minière, fait beaucoup d'études là-dessus, essaye de voir si c'est possible ou pas de réintroduire une activité minière en France. Ça va pas de soi quand même. Et on a des réserves. Oui, il y a un certain nombre de métaux qui sont en France, sur le sol français, et qui pourraient être exploités. J'ai pas une vision complète, il y a des tas de publications du BRGM là-dessus. Je pense que ça va être dur parce qu'on a quand même un système avec une démocratie qui est très active et des enquêtes publiques, des ZAD qui se créent, etc. Donc lancer une nouvelle mine, ce sera compliqué. Maintenant, c'est un passage obligé si on veut être souverain en matière de production d'un certain nombre d'éléments. Je parlais des terres rares tout à l'heure pour les éléments des éoliennes, mais c'est vrai, bien entendu, des batteries. Il y a des éléments dans les batteries qui aujourd'hui sont extraites dans ce qu'on appelle des zones de conflit, ce qui veut dire la plupart du temps par des gamins dans des zones de guerre. Hein. Donc c'est quand même pas terrible. Cobalt fait partie de la liste. Il y a d'autres métaux qui sont critiques, dont on a un besoin impérieux, comme le lithium. Et aujourd'hui, on voit bien combien ça excite le monde, et ça pourrait être aussi une source de conflit. Hein. Il y a les salins d'Amérique du Sud, il y a le Portugal qui dit qu'il en a, etc. Bon, tout ça, c'est aussi une source potentielle de conflit. Donc effectivement, là où votre question est très intéressante, c'est que le débat sur l'énergie, finalement, comme source de conflit, peut s'étendre aujourd'hui aux matières premières comme source de conflit, y compris les matières premières pour fabriquer de l'énergie. Et ça, c'est tout à fait vrai, et c'est très bien vu, c'est tout à fait juste. Donc moi, j'ai pas la réponse toute faite, mais en tout cas, relancer de l'activité minière me semble à la fois impératif et extrêmement difficile à faire. Et en tout cas, avec des mines d'une autre époque. Ah. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais connaître votre point de vue sur ce qui se passe actuellement à Gravelines. J'entends parler dans les médias de toute cette polémique qui tourne autour de, je crois que c'est de nouveaux réacteurs qu'on veut implanter sur un polder. Et Greenpeace, notamment, alerte sur cette implantation qui ne paraît pas judicieuse dans la mesure où il y aurait des risques de submersion. C'est ce que j'ai entendu dire dans les médias. Donc, je connais très mal le dossier, donc même on peut dire pas. Je connais pas le dossier, donc je vais essayer de pas dire de bêtises. S'il y a des risques de submersion, en tout cas, on a un exemple d'un risque de submersion qui a donné un des accidents les plus graves, c'est Fukushima. Fukushima, c'est un accident lié donc à un raz-de-marée qui a d'abord eu des causes humaines par le raz-de-marée lui-même, hein, et c'était de loin les plus importantes, mais qui en plus a submergé et a empêché le réacteur d'être refroidi. Donc c'est évident que si on est dans une zone avec un risque de submersion important, il ne faut pas construire de réacteur. Par exemple, la question aussi, on a parlé de l'île. C'est quand même pas une matière avec laquelle on rigole, quoi, le nucléaire. Hein, donc il faut essayer de faire ça sérieusement. Voilà. À ce point-là, si on peut. Ouais. Donc, et le fossile décarboné,
Quel avenir prochainement pour l'usage de l'hydrogène blanc? On vient de trouver il y a quelque temps le plus grand gisement mondial en Alsace, 46 millions de tonnes. Bon, alors on ne va pas le vendre à 12 € le kilo, mais ça fait quand même quelques dizaines de milliards. Bon, je trouve que c'est une piste qui est super intéressante. Simplement pour votre information à tous, ça vient d'où? Il y a des réactions physico-chimiques au sein de la Terre qui font qu'on peut, à partir de l'eau, produire directement de l'hydrogène, mais vraiment de l'hydrogène gaz. Alors, il y a des sources d'hydrogène gaz sur la Terre, il n'y en a pas beaucoup, elles sont un peu ténues, quoi, mais il y en a. Et si on arrive à le récupérer, mais ça c'est pas très simple, il faut qu'on le récupère pur quand même, effectivement on peut le brûler pour faire, et donc c'est une énergie décarbonée et renouvelable, parce que la réaction qui produit l'hydrogène, elle continue à se perpétuer. Et donc ça continuera de produire de l'hydrogène. C'est pas fossile. C'est pas fossile. Donc c'est très intéressant, c'est effectivement ce qu'on appelle l'hydrogène blanc. Alors il y a l'hydrogène vert, l'hydrogène rose, multicolore, enfin on a de toutes les couleurs. Et il y a plein de politiques derrière les couleurs, d'ailleurs c'est marrant. Donc je pense que c'est une piste assez excitante, qui est vraiment intéressante, mais qui restera, à mon avis, quand même assez marginale. Je pense. Mais j'ai pas de boule de cristal, donc espérons que je me trompe. En tout cas, effectivement, c'est pas comme le pétrole ou le gaz, ça produit pas de CO2 et c'est pas vraiment fossile puisque ça continue à se fabriquer au sein de la Terre. Il y a du stock. Oui. On pourrait pomper un peu dans le stock. Et maintenant, notre conférencier, la dernière question. D'abord, je voudrais vous remercier pour la qualité de votre conférence de ce soir. Vous nous avez donné le sentiment d'avoir une tête aussi bien faite que bien remplie. Donc, merci pour cela. Il y a une question en fait qui tenait à ce gisement qui est posée, donc je ne vais pas y revenir. Mais je lis de temps à autre un journal qui s'appelle le journal des bonnes nouvelles. Et une autre piste que celle qu'évoque Jacques, qu'a évoqué Jacques il y a l'instant, c'est aussi la friction, on va dire, entre les eaux douces qui se jettent dans les mers et les eaux salées. Et donc on pourrait récupérer des iots électriques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot de cela? Oui. Lydéric Bocquet, oui, je connais, j'ai même analysé son projet pour le CEA. Alors, l'idée c'est quoi? C'est d'utiliser la pression osmotique, c'est-à-dire que quand on met en contact une eau salée et une eau douce, il y a une différence de pression qui vient de cette différence de salinité, parce que le sel, il a envie de passer pour passer de l'eau salée vers l'eau douce, quoi, en gros. Et donc ça crée une pression. Si on met des membranes, on peut avoir une différence de pression, et les différences de pression, on sait les transformer en mouvement, etc. Le principe est bien. Alors, quand on regarde ensuite dans le détail, c'est moins bien. Parce que le projet, il est à mon avis complètement survendu. Ils savent fabriquer aujourd'hui ça de membrane. Il leur en faut des dizaines de kilomètres carrés. D'autre part, le bilan énergétique des installations n'a absolument pas été fait. En tout cas, pas fait sérieusement à mon avis. Et pour mettre en contact ces eaux dans des membranes, il va falloir que les eaux soient complètement purifiées, et ça va prendre énormément. Bah oui, vous avez des fleuves pleins de boue qui arrivent, et de la mer en face, donc c'est quand même pas très très pur, quoi. Et pour les mettre au regard dans un estuaire, ça va prendre beaucoup d'énergie, de l'énergie qu'on va produire, pour aller simplement filtrer efficacement les eaux. Donc, alors tout à l'heure je disais que la fusion c'était pour un avenir un peu lointain, la pression l'utilisation de l'énergie osmotique, à mon avis c'est encore plus loin, quoi. Enfin, j'ai un peu de mal à y croire, pour être clair. Le principe est super, c'est vraiment de la recherche fondamentale de très bon niveau et tout à fait marrante, mais la mise en pratique, je suis un peu dubitatif, pour avoir regardé le projet de près. Mais j'en ai pas parlé avec le dénommé Lydéric Bocquet, il serait pas du tout content d'entendre ça. Et à La Réunion, plutôt que de brûler de la bagasse, ou en complément de la bagasse, pourquoi est-ce qu'on ne brûle pas tous les déchets végétaux qui sont ramassés toutes les semaines dans les rues? Alors ça, c'est pas une question qu'il faut me poser, j'en sais rien du tout. D'abord, je pense on doit brûler quand même une petite partie. Quand vous brûlez, il faut d'abord enlever l'eau, hein, c'est quand même plus efficace. Donc il faut sécher, donc il y a quand même des petites étapes avant.
Mais je ne sais pas, vous avez une réponse? Alors, il y a eu un test qui a été mené à l'usine du Gol à l'époque où j'étais encore directeur général à Saint-Louis. J'ai jamais pu avoir les informations sur les résultats. Néanmoins, ce que je savais au départ, c'est que les déchets verts, avec du bananier, on a une réaction exothermique. Donc, n'importe quel déchet vert peut être transformé donc, en combustible pour nos centrales thermiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a un projet de près de 300 millions d'euros qui est en cours de réalisation par Ileva, et dans lesquels donc, on trouvera l'usage pour tout ce qui concerne donc, nos déchets ménagers, mais également les déchets verts. Je ne sais pas, est-ce qu'on va récupérer de l'énergie dans l'incinérateur? Je ne sais pas. Avec récupération d'énergie. J'ai eu la chance d'être à Saint-Louis en 96, en 95, quand on a installé la centrale thermique, et de pouvoir discuter à cette époque-là avec le gars qui dirigeait l'installation, et qui était quelqu'un qui était passionnant, Grandjean, malheureusement qui n'est pas resté à la Réunion pour des histoires de femmes. Décidément. Il y a toujours une histoire de femmes. Ça nous amène à la Réunion, merci. On a formé le projet de créer d'ailleurs une maison des entreprises pour que toutes les idées qui concernent la production, la valeur ajoutée, l'énergie et ce genre de choses puissent avoir un lieu de travail et de rencontre. Mais avec la défaite aux élections en 2001, c'est quelque chose qui est tombé à l'eau. Bon, j'ai décidé que cette conférence devait être renommée, c'est plus l'Einstein aux solutions de la crise énergétique, c'est l'Einstein au bananier, je pense. Voilà un bon titre. Bon, alors voilà la transition toute faite. Je crois qu'on vous remercie infiniment pour la clarté, l'excellence de votre conférence ce soir. Nous sommes de très, très nombreux dans la salle à être absolument nuls en physique, mais on a tout compris. Donc c'est remarquable, merci beaucoup. Et ce que j'ai beaucoup aimé sur votre dernière diapositive, c'est que vous nous donnez déjà une piste pour votre prochaine conférence. Alors si vous amenez, si on arrivait à élaborer quelque chose pour notre association sur... on ne va pas rêver de faire du nucléaire à La Réunion, on l'a bien compris, mais si on allait vers peut-être un petit peu d'indépendance énergétique sur l'île, ou comment arriver à davantage d'autonomie énergétique, ce seraient des pistes de conférences, et je pense que ce seront des conférences qui amèneraient autant de gens et un aussi bon public que ce soir. Je voulais donc vous remercier pour cela. Je voulais remercier aussi beaucoup tous ceux qui viennent ou reviennent, ou qui viennent pour la première fois, et je présente un petit peu à la fin, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Nous sommes une association, comme vous le voyez bien, qui présentons des conférenciers de grande qualité. Nous avons un panel assez large de conférences. La dernière fois, nous étions dans les arts. La prochaine fois, nous serons dans le soufisme, voie mystique de l'islam. Donc, nous vous invitons à nous rejoindre et à adhérer à notre association pour nous aider à vous proposer toujours ce type d'intervention et ce type de conférence. Donc, j'ai à votre disposition des petites fiches d'adhésion, si vous le souhaitez, c'est 22 € par an, ce qui n'est pas très élevé, mais surtout... On peut faire des dons, comme nous le rappelle Yves, et puis ceux qui sont étudiants, alors les petits étudiants sont partis tous avant que j'ai le temps de les intercepter, c'est 10 € pour ceux qui n'ont pas les moyens de donner davantage. Donc on aimerait bien vous recevoir de nouveau, on aimerait bien vous savoir plus nombreux encore à nos conférences, et pour votre information sur l'agenda du second semestre à Saint-Pierre, 2 conférences donc sur le soufisme, voie mystique de l'islam, uniquement sur inscription, entrée libre gratuite, mais sur inscription. Donc elle n'est pas si libre que ça d'ailleurs, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens intéressés. Les 2 conférences sur le soufisme seront données le 20 novembre à la salle Kervegen et le 26 novembre dans cette salle. Et vous aurez sur un tout autre registre, le 17 décembre, ici même, un spectacle conférence sur... un causé chanté créole, donc tout à fait un autre registre, mais de très bonne qualité, qui a déjà été donné à Saint-Paul, et ça a été tellement remarquable qu'on a eu envie de vous l'offrir donc ce mois de décembre. 4e petite modification, Thérèse.